Donc, vous avez bien la présentation à l'écran, comment maîtriser son risque dans ses prises de position. Le son est bon. Bonjour Jacques, merci pour votre réponse. Patrick également. Bonjour à tous. Merci Jérôme. Bien, alors nous allons commencer. Donc, la maîtrise du risque. Ce qui est important de savoir. Alors, je vous passe la présentation de mon parcours. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes webinaires, vous la connaissez. Pour ceux qui viennent pour la première fois, sachez que vous pouvez demander la présentation du support, le support de cette présentation. Soit vous me la demandez directement, soit vous la demandez à Jean-Baptiste Barbier, le directeur commercial d'Easy Bourse. Vous pouvez également aller sur LinkedIn éventuellement. Alors, le sommaire pour aujourd'hui, donc ça va être un rappel du processus d'investissement. Donc ce processus d'intervention sur les marchés financiers est un thème qui a fait l'objet de 3 webinaires, les 3 derniers, qui permet de recadrer la gestion du risque dans ce process. Dans un deuxième temps, on verra la gestion du risque, ce que vous devez savoir dès le départ sur la notion de risque, quel risque prend votre capital à chaque fois que vous intervenez sur les marchés financiers. Nous aborderons enfin les 7 méthodes qui permettent de gérer son risque lorsqu'on intervient, lorsqu'on achète un actif ou lorsqu'on le vend. Quelles sont les bonnes méthodes, quelles sont les moins bonnes méthodes, quelles sont les méthodes à éviter. La gestion du risque, les stratégies. J'aborderai 2 stratégies. Ça permettra d'avoir une vision globale, mais surtout de donner une orientation dans vos recherches personnelles. Et une conclusion. Alors, un rappel, s'agissant de ce webinaire, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. On va parler de valeurs, valeurs du CAC 40 ou de devises ou d'indices, mais à aucun moment il ne s'agit de conseil en investissement. Ce webinaire a un but uniquement pédagogique. Alors, rappel sur le processus d'intervention, notamment lorsqu'on intervient sur les marchés financiers. Un processus d'investissement, je vous le rappelle, a différents objectifs. La première chose, c'est que quand on intervient sur les marchés financiers, notre adversaire, c'est pas les marchés. Les marchés n'ont que faire de nous, de notre petite personne, de notre ego. Le marché est vis-à-vis, je dirais le seul adversaire que nous devons affronter, c'est nous-mêmes, nos émotions. De quelle manière nos biais émotionnels peuvent impacter nos prises de décision. En psychologie, on parle souvent de coup d'état des émotions sur notre rationalité. Le processus d'investissement aura pour but de limiter ces biais émotionnels. Comme vous voyez, investir son capital, son propre argent, a forcément un impact sur la façon dont on réfléchit, dont on prend des décisions. Le stress, la peur, l'espoir, donc polluent notre capacité à prendre les bonnes décisions. Un processus d'investissement nous permet aussi de ne pas se disperser. On a une stratégie, on s'y tient, on ne va pas se disperser sur différentes stratégies. N'oubliez pas que le but de vos interventions, c'est de faire fructifier votre capital et pas d'avoir juste une recherche purement intellectuelle pour essayer des stratégies. Ça, c'est en démo, pas en réel. Enfin, quand je parle de stratégie, le but c'est de professionnaliser son approche. Vous le savez, un trader professionnel en salle des marchés, il est spécialisé sur 1 ou 2 actifs, il a ses techniques et ses stratégies, et il a pour but d'augmenter le PNL, c'est Profit and Loss, le compte de résultat de sa banque. De la même manière, quand vous investissez sur un OPCVM, derrière il y a un gérant. Ce gérant, lui, il a une stratégie. Il est souvent, quand vous lisez le prospectus, il est clairement indiqué quel est son process d'investissement. Il est sur les larges capitalisations françaises, il n'ira pas investir sur les larges capitalisations américaines. De la même manière, s'il est sur le secteur de la santé, il n'ira pas sur le secteur industriel. Donc, quand on a une stratégie, on s'y tient, le processus d'investissement est là pour vous le rappeler. Et bien sûr, le processus d'investissement, vous l'aurez compris, c'est pas investir au doigt mouillé, en fonction de ses envies, en fonction de ses humeurs. Toujours pareil,
vous investissez 500 euros, 1000 euros, ça représente une infime partie de votre patrimoine. Vous êtes là pour tester parce que vous avez envie de sensations, pourquoi pas. Mais quand il s'agit de capital important avec des objectifs patrimoniaux, c'est faire de la rentabilité, dégager un revenu complémentaire, il faut être rigoureux et professionnel. Dans ce cadre, une fois qu'on l'a défini, c'est comment gérer son capital. Donc on est dans la gestion du risque et plus largement de son capital. Donc outre votre setup d'intervention, c'est-à-dire de quelle manière et pourquoi vous rentrez dans un marché, vous achetez une action, vous la vendez, ou une devise ou un indice, ce qui sera important de savoir, c'est votre objectif de prise de profit. Quel est votre objectif de prix quand vous achetez une action ou quand vous vendez un actif, c'est quel est votre objectif de prix à la vente. De la même manière, quel est votre niveau d'invalidation? Vous avez un scénario, vous avez un objectif, vous pensez qu'une valeur va monter, va augmenter, le prix va augmenter. Quel est votre niveau d'invalidation? C'est-à-dire, quel est le prix qui va vous faire dire que votre scénario ne se réalisera pas? Là, nous sommes dans la thématique de ce qu'on appelle le money management, la gestion de votre capital. Alors, qu'est-ce que le money management? La gestion du capital, c'est tout simplement protéger et gérer le capital. Le capital est votre matière première. Vous devez donc y faire attention. Vous devez connaître la notion, par exemple, de drawdown max. C'est la perte maximale que vous avez réalisée dans vos interventions sur les marchés financiers. Et de ce drawdown max, vous devez donc connaître l'effort que vous devrez fournir pour revenir à votre niveau d'équilibre. Là, vous avez l'écran. Quand vous perdez 10% sur un investissement, vous devez réaliser 11,10% pour revenir à l'équilibre. D'accord? Vous avez un capital de 100, vous perdez 20%. Vous êtes à 80. Vous devez réaliser 25% pour revenir à l'équilibre, 100. Donc, vous l'avez compris, quand vous perdez 50%, vous êtes à 50. Pour revenir à 100, vous devez faire un effort, vous devez réaliser une plus-value de 100%. Quand on voit ces chiffres, il est important de bien gérer son capital et de gérer ses pertes. Vous devez systématiquement savoir quel est le risque maximal que vous êtes prêt à prendre et l'effort que vous devrez fournir pour rattraper cette perte. Alors comment faire pour éviter des grosses phases de perte? D'un point de vue global, respectez un niveau de risque par rapport à un niveau de gain, quelle que soit votre stratégie. Ça, c'est, je dirais, le premier commandement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait référence typiquement à la notion de risque-reward. Risque-reward, c'est un ratio, c'est le risque par rapport au gain. Alors, il est présenté comme ça, risque-reward, mais le ratio, c'est plus gain sur perte. Lorsque pour chaque opération que l'on prend sur les marchés, l'objectif de gain correspond à 2 fois la perte qu'on est prêt à prendre, on est sur un risque-reward de 2. Alors c'est une référence, pourquoi? Parce que avec un risque-reward de 2, vous pouvez perdre dans 2 tiers des cas sans impact sur votre capital. Je m'entends. Vous prenez des positions, mettons sur 100 euros de capital, d'accord? L'objectif est de 5 et vous êtes prêt à perdre 2,5. Donc on a un risque-reward de 2. Eh bien, si vous perdez dans 66% des cas, lorsque vous gagnez 5 dans 1 tiers des cas et vous perdez 2,5 dans 2 tiers des cas, votre capital n'est pas impacté, vous êtes à 100. Alors je ne tiens pas compte des commissions sur opération évidemment. Mais l'idée c'est ça. Vous devez déjà connaître cette notion de risque-reward. Ensuite, on descend un cran plus bas, c'est bien gérer son risque par position. Il est évident que si vous prenez un risque de 5% par trade, par opération, et que vous
et que vous perdez, ou du moins vous prenez 5 à 10 opérations par jour, l'exposition de votre capital au risque potentiel est important. Et on l'a vu avec les chiffres de l'AMF, pour ceux qui m'ont suivi dans les webinaires précédents, plus la fréquence d'opérations par jour est importante, plus le risque de perte est important. Donc on s'inscrit, enfin moi en l'occurrence dans le cadre de ces webinaires, quand on est sur le marché action, je préfère les unités de temps longues, donc on est sur du swing, du long terme, étant donné qu'on prendra déjà peu d'opérations dans l'année, et d'autre part, quand on prend peu d'opérations dans l'année, on diversifie. Sur un capital de 100, on prendra 10% de son capital sur une valeur, ce qui nous permettra d'avoir par exemple jusqu'à 10 lignes. 10 actions dans son portefeuille. On appelle ça la diversification. Donc, quelles sont les 7 méthodes pour gérer son risque dans la prise de position? Alors, la première méthode, c'est ce qu'on appelle le stop loss, enfin le niveau de prix d'invalidation que vous fixez de façon fixe. C'est-à-dire à chaque fois, vous êtes prêt à perdre 5 euros sur toutes les positions que vous prenez, quelle que soit la valeur, quel que soit le montant, vous fixez un écart de 5 euros. Ou alors un écart de 2% de votre ligne. Alors, cette méthode a l'avantage d'être simple. Ça évite un nombre de calculs que vous ne souhaitez pas faire, même si Excel ou la calculatrice est à portée de main, vous préférez cette méthode. Bon, elle vous permettra de protéger votre capital. Vous avez un stop loss, c'est un bon réflexe. Maintenant, cette méthode n'est pas forcément très efficace parce qu'elle ne tient pas compte de l'historique de l'actif sur lequel vous investissez, et puis 2, ça ne tient pas compte de la volatilité de cet actif. Si vous prenez systématiquement un stop à 2% alors que vous investissez sur un actif, je lisais une question, je répondrai tout à l'heure, non, je finis et cette méthode, et ensuite je réponds à votre question. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je prendrai le temps d'y répondre soit en cours, si elles me paraissent, s'il me paraît important d'y répondre tout de suite, en lien avec ce que je dis, soit j'y répondrai en fin de webinaire. J'ai prévu une demi-heure de webinaire et donc un quart d'heure de questions-réponses. Donc l'écart fixe ne tient pas compte de la volatilité, il ne tient pas compte de la réalité intrinsèque de la valeur sur laquelle vous investissez. Une valeur qui a tendance à bouger de 3 à 4% en intraday, donc en une seule journée, il est évident que si vous prenez systématiquement un stop à 1 voire 2%, il a de fortes chances de se retoucher, alors qu'on est quand même sur un horizon de temps beaucoup plus long que la journée. D'accord ? Maintenant, le stop loss en fonction d'un indicateur. Alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je vous renvoie par exemple au webinaire sur la moyenne mobile. Là, par exemple, je vous ai mis la valeur Athos à l'écran. Donc, si l'on prend l'ATR volatilité, donc c'est un indicateur qui permet de connaître la volatilité en euros sur une période donnée de Athos. Donc là, vous avez le graphique journalier. L'ATR est prévu sur les 14 dernières séances boursières. Et donc, nous avons à ce jour une volatilité sur les 14 dernières journées d'à peu près 1,6. Il est évident que si vous intervenez sur Athos et que vous tenez compte de la volatilité, vous prendrez donc un stop beaucoup plus important. Mais là, on est sur l'indicateur. Ici, vous avez la moyenne mobile à 50 périodes en bleu, 100 périodes en vert et 200 périodes en rouge. Donc, quand on regarde la courbe de la valeur Athos, on voit bien le nombre d'impacts qu'il y a sur chacune des moyennes mobiles.
Par exemple, sur la moyenne mobile de 100 jours, il y aura beaucoup moins d'impact sur la moyenne mobile 50 périodes. D'accord? Donc en jouant sur ce que l'on observe graphiquement, on pourra utiliser les moyennes mobiles comme marqueur de votre stop loss, de votre niveau d'invalidation. Pour prendre un exemple, je vais zoomer. Imaginons, on est à ce niveau-là, vous considérez que c'est un point bas. On casse à nouveau et on clôture au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Vous voyez bien le graphique et le curseur? Très bien. Donc ici, je vais zoomer encore un peu plus. Vous voyez, cette bougie a cassé la moyenne mobile 50 jours à la hausse au-dessus. Donc on peut considérer qu'on est reparti. Là, on est dans une phase de consolidation, dans une tendance haussière. D'accord? Toujours la tendance haussière de fond. La tendance de fond. On a fait un rebond sur la moyenne mobile 50 périodes. Donc on peut considérer que on repart sur une tendance haussière. On pourrait rentrer à ce niveau-là et mettre son stop loss au niveau de la moyenne mobile 100 périodes. C'est un bon marqueur statistiquement, vous le voyez. On a des rebonds sur la moyenne mobile 50 périodes sans toucher la moyenne mobile 100 période. On peut considérer donc que si on touche la moyenne mobile 100 périodes, il y a un risque de retournement. Voilà comment on peut utiliser déjà un indicateur comme niveau de stop loss. Le stop loss discrétionnaire. Alors, stop loss discrétionnaire, ça va être un peu comme le stop loss à écart fixe. Vous êtes sur votre graphique et vous définissez donc, je reprends, je zoome, toujours au même endroit, vous constatez donc une cassure à la hausse de la moyenne mobile 50 jours et vous allez placer votre niveau d'invalidation de façon un peu arbitraire. Alors, sous le dernier point bas de la valeur Athos, ou alors parce que vous avez vraiment envie de prendre une tendance haussière sur cette valeur, vous y croyez fermement, donc sur des considérations à la fois rationnelles et irrationnelles, et vous élargissez votre stop pour être sûr de ne pas être touché, et vous le positionnez ici. Seulement, le problème, c'est que vous investissez systématiquement, mettons, vous avez un capital de 10 000 euros, vous investissez donc 10% sur Athos, donc une ligne de 1000 euros, vous placez votre stop loss à ce niveau-là, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente en termes de risque. Donc il faudrait que vous fassiez le calcul. Alors si vous faites l'effort de faire le calcul, moi je vous conseillerais de du coup faire un calcul de votre niveau d'invalidation en fonction de la volatilité, de bien calculer la taille de votre position. Ouais, faire le calcul inverse. Pas calculer le risque après coup, mais partir du risque que vous êtes prêt à prendre et calculer la taille de votre position. Le stop loss en fonction du temps. Alors, c'est mal formulé, mais c'est comme ça qu'on le retrouve dans la littérature financière. Le stop loss en fonction du temps, c'est tout simplement tenir compte du calendrier économique. Quand vous avez par exemple les non-farm payroll, les chiffres du chômage américain le vendredi, vous êtes sûr d'avoir une grosse volatilité. Vous avez aussi les chiffres. On est en fin de semaine, le vendredi, donc il y a un contrat, peut-être des forces opposées entre investir sur une donnée macro, qui sont les chiffres du chômage américain, et en même temps les prises de bénéfices de fin de semaine. Donc vous avez les mêmes chiffres, par exemple les chiffres ADP, généralement c'est le mercredi qui précède. Et là, donc quand ils sont bons, quand ils sont mauvais, ben, vous avez une tendance intraday que vous pouvez saisir. Donc c'est utiliser les données macroéconomiques, le calendrier économique, pour prendre des opportunités sur le marché. Alors bien sûr, vous ne prendrez qu'une partie de ces opportunités, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de faire un gain, pas d'avoir 100% du gain sur une journée. Ensuite, vous avez le stop loss en fonction de la volatilité. C'est celle que je préfère. Alors voilà la volatilité. Et donc là, du coup, je réponds
Donc j'avais une question sur l'ATR. Alors, je vais répondre aux questions et on continuera parce qu'on est sur le. Faut-il investir sur les actions à fort dividende pour compenser des pertes éventuelles? Alors, j'y répondrai en fin de webinaire. Euh, À part l'ATR, donc l'Average True Range, quel indicateur est simple à utiliser comme stop loss? Eh bien, nous allons le voir tout de suite, donc en utilisant la volatilité, par exemple. Je vous propose celui-ci, donc c'est en fait, vous voyez bien les courbes en verte, ici. Là, vous avez une droite de régression, et ensuite, vous avez les écarts types à la droite de régression. Alors, pourquoi j'aime bien cette méthode, définir un stop loss par rapport à la volatilité? Tout simplement parce qu'on est sur des réalités statistiques. Si l'on prend par exemple l'average true range, donc qui est la volatilité en euros d'une valeur, quand vous avez sur, mettons, 14 jours ou sur les 20 jours ouvrés du mois, un ATR de 2 et que vous placez un stop loss à 3%, enfin à 3 euros de l'average range est spécifié en euros. Donc si vous avez un ATR sur 20 jours, les 20 derniers jours ouvrés, les 20 dernières séances de bourse à 2 et que vous mettez un stop loss à 3 euros de votre prix d'entrée, la probabilité qu'il soit touché est assez faible. Après, il faut être dans la bonne tendance. Ça, c'est une deuxième chose, dans le bon sens. Maintenant, quand on est sur une analyse de la volatilité par écart type, donc on est sur les statistiques, vous devez garder à l'esprit que statistiquement, l'analyse de la volatilité par écart type veut que 67% des mouvements futurs d'un prix est contenu dans le cadre d'un écart type autour de sa moyenne, de sa droite de régression. Donc quand vous avez ici à l'écran, vous voyez bien le graphique à l'écran. Donc là, il s'agit du graphique Essilor. Vous avez donc la droite de régression qui est un peu l'équivalent, hein, on dirait un peu l'équivalent de la moyenne. Vous avez ici un écart type à la hausse, deux écarts types à la hausse, et dessous, vous avez un écart type à la baisse, deux écarts types à la baisse. Les statistiques disent donc que 67% des mouvements futurs du prix devraient être contenus dans un cadre d'un écart type autour de la moyenne. Et dans 95% des cas, ils touchent à peine il ne touche jamais les deux écarts types. Donc 5% des cas, il touche le deux écarts types à la moyenne. Donc ça, ce qui veut dire, quand on est à ce niveau-là, par exemple, on vient de toucher deux écarts types par rapport à la moyenne. Et on est sur une étoile filante. Après une belle bougie hausse, quasiment un marobozu haussier, on a une étoile filante avec une longue mèche et qui vient clôturer sous deux écarts types. Là, on est sur un fort signal de retour à la moyenne, comme vous le constatez ici. Mais on ne vient pas casser cette moyenne. On repart à la hausse. Et on est dans un canal, c'est ce qu'on appelle un canal, un standard déviation, où on utilise la droite de régression avec les écarts types. C'est à peu près l'équivalent de la bande de Bollinger, mais beaucoup plus épuré. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le sens où si on est par exemple, on ne veut pas jouer l'étoile filante mais attendre la confirmation avec la bougie suivante, donc la journée de bourse suivante, on mettra son stop loss au niveau des deux écarts types, donc ici, et on est sûr que dans 95% des cas, on ne sera pas touché. Enfin, on est sûr. Les statistiques veulent. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ne rentrons pas dans un des biais émotionnels du trader qui est l'illusion du joueur. Parce que dans 95% des cas, ça ne touche pas, ça ne touchera pas. Non, dans 5% des cas, ça peut toucher. Donc voilà, deux aspects sur la volatilité, c'est soit en euros avec l'ATR,
soit avec les droits de régression, donc là on est sur des statistiques, c'est une autre mesure de la volatilité. Pour moi, c'est un indicateur pour répondre à une des questions, donc il n'y a pas que l'ATR, il y a aussi alors là c'est standard déviation, l'indicateur que vous retrouvez sur la plateforme Isebourg, je crois qu'il y est, et vous l'avez aussi sur ProRealTime, mais pas de cette manière. Il est plutôt sur un indicateur graphique qui se situera sous le graphique des prix. Ce type de graphique, ce type d'indicateur calculé en parallèle, donc en juxtaposition du prix, c'est quelque chose que j'ai créé, que je peux vous... Ah oui, vous pouvez utiliser la bande de Bollinger, exactement. La bande de Bollinger qui donne des informations supplémentaires en termes de compression et d'explosion. Donc les phases de consolidation et d'expansion, tout simplement. Mais il utilise donc la notion de droite de régression, enfin prix de régression et écart type. Le seul problème, c'est que la bande de Bollinger est beaucoup plus réactive par rapport au prix. Parce qu'elle utilise par exemple une moyenne mobile 20 périodes, alors que sur une droite de régression, on va quand même élargir le spectre des périodes, ce qui permet d'avoir une droite de régression et de voir une belle tendance. Voilà, on peut l'utiliser comme une droite de tendance. Voilà, c'est une question d'affinité. Hein. Ah si, la bande de Bollinger, oui, vous pouvez la paramétrer. Là, c'est vraiment une question d'affinité. Hein. Moi, je préfère la droite de régression. Donc là, on est sur ce qu'on appelle le standard déviation Chanel. Donc c'est le canal de droite de comment on appelle ça? Écart type. On pourrait le traduire en français par le canal d'écart type. Voilà pour la méthode de la volatilité. Alors, stop loss en fonction d'une configuration graphique. Alors, stop loss en fonction d'une configuration graphique, ça va renvoyer, par exemple, au webinaire que j'ai animé sur le processus d'investissement, sur la phase soit de configuration graphique, soit sur les chandeliers japonais. Ah, par exemple, je vais prendre cette fois-ci LVMH, ici. Donc on est dans une période d'indécision. Alors là, on est toujours sur des données journalières, d'accord? On a différentes phases. Donc on était en 2015. Voilà, donc on a à cheval sur 3 années, 2015, 2016, 2017. Pour ceux qui connaissent bien la valeur, ça vous donne un repère temporel. Alors, comment utiliser une configuration graphique, que ce soit donc une pattern, donc une configuration graphique, une forme géométrique, soit un chandelier japonais. Ici, nous avons, je vais zoomer, ce qu'on appelle un triangle ascendant. D'accord? Ce triangle ascendant a des réalités statistiques. C'est un biseau d'élargissement descendant. La particularité de cette configuration graphique, c'est qu'on rentre par le bas, d'accord? Et donc, quand on est sur cette base, l'objectif de gain est l'équivalent. Je vais vous le faire. Hop. Il veut bien, voilà, configurer le segment. Donc je vais vous le faire en bleu. Voilà. Donc un biseau d'élargissement, on prend le dernier plus bas avant l'intégration de biseau d'élargissement. Alors ça on le sait après coup évidemment. Quand on voit la configuration se dessiner, on a un premier impact, deuxième impact, troisième impact,
En quatrième impact, en général, on peut anticiper une clôture à la hausse. Et l'objectif sera ici. C'est l'équivalent du dernier plus bas avec le premier impact. Où allons-nous situer notre stop loss? On a notre objectif de gain. Et on est dans un scénario quand même assez particulier. Si on élargit le spectre, on a les moyennes mobiles, d'accord, qui nous permet donc d'anticiper un retournement de tendance. On est en données journalières, donc en général les signaux sont importants. Avec des impacts sur la moyenne mobile de 100 jours, mais sur la configuration graphique. Excusez-moi, j'ai tendance à parler beaucoup et à me disperser. Si on reste sur la configuration graphique, l'objectif est à 159. Soit on veut jouer la carte de la sécurité et on va positionner notre stop loss sous le dernier plus bas, d'accord? Soit on pourra toujours le mettre au milieu de la configuration graphique. Tout simplement parce que si on rebondit sur la borne supérieure de la configuration graphique, il est fort probable qu'on reparte à la baisse, jusqu'à la borne inférieure. Donc, soit on met le stop loss à mi-chemin, et pour limiter la perte, et envisager un rebond, et donc jouer le rebond sur la borne inférieure, soit on est sûr de notre coup, et notamment compte tenu de ces configurations moyennes mobiles, on met notre stop ici, ou pardon, plus haut au niveau de la moyenne mobile, et si on veut jouer la sécurité, ce sera le dernier plus bas. Donc là, on est, je vous ai pris la LVMH tout simplement parce qu'on est sur une configuration graphique avec une proximité de niveau de prix important que constituent les moyennes mobiles. Mais en plus de cela, on est aussi sur des configurations de chandelier où quand on a un gap d'ouverture, un gap haussier, il y a le pullback dont je parlais dans mon dernier webinaire et ensuite la confirmation de la hausse. Donc voilà pour les configurations graphiques. Et ensuite, stop loss en fonction du volume et du prix. Donc là, on utilise des indicateurs de façon agrégée, hein, des indicateurs de volume échangés, ou des indicateurs de niveau de prix. Et il existe des indicateurs agrégés qui compilent à la fois le niveau de prix et le volume correspondant. Et en fait, on utilise ces indicateurs plus comme des droites de support et résistance. Là, on commence à dévier vers ce qu'on appelle le market profile et volume profile. On pourra toujours l'envisager dans un prochain webinaire. Cela étant dit, voilà les 7 façons de positionner son niveau de stop loss. Je vous ai indiqué en bleu ce que je préfère. Les autres, je considère qu'ils ne sont pas suffisamment pertinents, du moins pour le dernier. Je préfère pas l'aborder aujourd'hui parce que ça nécessite un webinaire complet. Sachez que, au-delà des méthodes, il y a aussi des stratégies. Alors, les stratégies, on va rester simple hein, sur les stratégies pour gérer son risque. Il y a ce qu'on appelle la martingale. Alors, la martingale, c'est une méthode qui a fait son apparition dans les casinos. Le but, c'est plus je perds et plus je prends de risques. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire, sur le plan des probabilités, il semblerait que ce soit pas si stupide que ça comme stratégie. Il n'en reste pas moins qu'elle me paraît très risquée. En fait, quand j'ai perdu 1 euro, je mettrai mon stop à 2 euros. Ou alors, lorsque j'ai perdu j'ai misé 10 et j'ai perdu 5, je vais miser 20 avec un stop de 5 euros. Soit je double ma mise, soit je double mon niveau de risque. C'est le principe de la martingale. Alors, le but, c'est de gagner plus. Voilà. Pour être concret. L'idée, c'est j'ai déjà perdu, donc j'ai plus de chances de gagner.
sur mon prochain trade. Je vais donc augmenter la taille de ma position pour couvrir ma perte. Ça peut paraître sexy, hein. Seulement, là, on verse peut-être dans ce qu'on appelle un biais émotionnel qui est l'illusion du joueur. L'illusion du joueur, je vous le rappelle, c'est l'une des plus grosses erreurs émotionnelles et une des plus communes. Euh, on a tendance à penser que lorsqu'une pièce, par exemple, si on prend une pièce d'1 euro, on va la jeter 5 fois et qu'elle est tombée 5 fois sur le côté face, on va croire qu'il est très probable qu'au prochain coup, elle va tomber sur pile. Alors, statistiquement et probabilistiquement, c'est faux. La probabilité que la pièce tombe sur pile ou sur face reste la même, c'est-à-dire une chance sur deux. C'est pareil pour les marchés. Vous avez une journée de hausse, 2 journées de hausse, 3 journées de hausse, 4 journées de hausse, et vous vous dites, bon, ben, il y a eu 4 journées de hausse, il est fort probable qu'on ait une journée de baisse le vendredi. Alors, on peut croire que oui, compte tenu de l'historique, fin de semaine, des choses comme ça. Mais statistiquement, on a aussi des probabilités que ce soit une journée de hausse. Voilà. Si on reste sur juste la notion de hausse ou baisse, sans prendre l'historique statistique du lundi, vendredi, samedi, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc les journées de la semaine. Donc oubliez la martingale, je vous dirais, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Alors il existe d'autres stratégies qu'on appelle anti-martingale. Et donc là en fait on va prendre le contre-pied. Plus on perd et plus on diminue son exposition au marché. Et là on rentre dans une stratégie un peu plus fine, un peu plus technique. Alors, on l'appelle le Trading System Safety Factor. L'idée c'est que plus on perd, plus on diminue son exposition. On gardera toujours des méthodes de stop, de niveau d'invalidation identiques. Hein. Vous faites votre choix parmi celles que je vous ai présentées. Mais là, on est sur la taille de la position. L'idée, c'est que vous prenez une position, elle est perdante. Vous êtes fixé à un niveau de risque, mettons, à 10% de votre capital. Vous avez atteint ces 10% du capital, vous diminuez la taille de vos positions jusqu'à ce que vous reveniez dans une dynamique de gain. Alors l'exemple le plus typique, c'est un gérant de hedge fund, l'un des plus connus, c'est Scott Ramsey, qui utilisait typiquement cette méthode dans ses stratégies. Pour vous donner une idée, ce gérant de hedge fund, depuis qu'il est sur les marchés, donc il est depuis les années 80, il réalise une performance moyenne annualisée de 17,2% net de frais et de commissions. Donc en brut, ça fait à peu près 25% de performance en moyenne chaque année, avec un risque maximal, le drawdown max que j'expliquais tout à l'heure, de 11%. C'est-à-dire que là, il est dans un ratio de risque-reward supérieur à 2. C'est, je dirais, l'un des gérants d'hedge fund qui maîtrise le mieux son risque. Et quand on lui pose la question « Comment gérez-vous une suite d'échecs ?», sa réponse est simple. Il faut toujours être sur le marché parce qu'il faut ne jamais être déconnecté du marché. Par contre, la question est de savoir quand on se noie. Et quand je suis pris dans un drawdown important, il considère qu'il se noie. Donc il change la taille de sa position et attend d'être dans un bon train pour revenir sur le marché, mais avec l'argent du marché. Quand il dit je joue avec l'argent du marché, c'est-à-dire il augmente la taille de ses positions. Alors pour lui, c'est un gérant de hedge fund, donc quand il dit jouer avec l'argent du marché, c'est-à-dire il utilise un levier. Donc, en conclusion, toujours rester sur une méthode. La méthode est importante. Vous devez toujours, quand vous intervenez sur le marché, définir au préalable le risque par position, le capital que vous employez, l'unité de temps sur laquelle vous investissez. Donc, si vous êtes sur une journée, vous devez savoir combien vous êtes prêt à perdre sur une journée. Si vous êtes sur du long terme, vous devez savoir quel risque vous êtes prêt à prendre sur chaque position. Si vous êtes sur LVMH,
LVMH, si on prend sur les 14 dernières périodes, mettons, on va modifier le. Alors, modifier, hop, paramètres. Ah oui, donc ça c'était quelque chose que j'avais calculé. Mettons, on va prendre les 20 sur un mois. Donc sur les 20 dernières périodes, donc 20 journées boursières. Donc on est à ce jour à 1,3. Donc on est en moyenne à une variation de 1,35 euros. Sur le plus long terme, je dirais que sa volatilité maximale sur un an écoulé, on va être à à peu près 2 euros. Eh bien, sur une position sur LVMH sur au-delà d'un mois, sachez prendre un stop à 2 euros. Et en fonction de ces 2 euros, vous saurez quelle taille de position vous êtes prêt, vous devez prendre sur cette position. Donc, calibrez ces prises de position, fractionnez vos entrées et vos sorties. Là, on est dans les stratégies. Si vous ne voulez pas rentrer en une seule fois, vous pouvez rentrer en plusieurs fois. Et pareil pour les sorties, sachez prendre régulièrement vos profits, ce qu'on appelle des prises de bénéfices partiels. Et bien sûr, sachez couper les pertes et ne jamais moyenner la baisse. On moyenne quand on est en gain, mais on ne moyenne pas quand on est en perte, ce qu'on appelle les stratégies de pyramidage. On pyramide quand on est en gain, jamais en perte. Et d'un point de vue stratégie, construction de stratégie, alors moi personnellement avec les traders que je coach, j'utilise ce qu'on appelle la méthode OPP, Outcome, Performance and Process. C'est comme un athlète de haut niveau, ou peu importe, même pas forcément de haut niveau, mais vous préparez un marathon, vous fixez un temps pour ce marathon. C'est votre objectif de performance. Mais avant d'atteindre ce temps, vous avez 6 mois d'entraînement. Et pendant ces 6 mois d'entraînement, vous avez des temps intermédiaires à atteindre. Et pour atteindre ces temps intermédiaires, vous avez des entraînements, vous élaborez des stratégies. Pareil, pour ceux qui jouent au golf, un 18 trous, ça ne s'improvise pas. Avant d'arriver au 18e trou, vous avez le premier, deuxième, troisième, vous avez 18 trous à réaliser. Et donc, vous devez gérer votre performance à chaque trou. Et pour gérer votre performance à chaque trou, vous devez travailler votre technique. Technique d'approche, technique de swing, en fonction de la configuration du par, en fonction du club que vous utilisez. Ça se prépare. Vous êtes joueur de tennis, vous préparez une compétition. Avant de faire cette compétition, vous allez d'abord apprendre à faire des revers et des coups droits, des lifts. Vous allez faire des petits matchs sur un set, sur 2 sets, sur 3 sets et gérer votre effort. Là, c'est pareil en trading. Donc, l'objectif final, c'est le résultat que vous voulez atteindre, 20% par an, 30% par an, la performance que vous devez réaliser chaque mois, ce que ça représente, ou la performance que vous devez réaliser chaque jour, ou sur chaque trade, vous réalisez 50 trades par an, combien chaque trade doit vous rapporter pour obtenir votre résultat. Et bien sûr, la méthode, c'est quelle méthode vous allez utiliser, c'est votre setup d'intervention, vos objectifs de gain et votre niveau de risque. Voilà, ça me paraît important. Une fois résumé, je vais reprendre les questions et y répondre. N'hésitez pas à continuer à en poser. Alors, faut-il investir sur les actions à fort dividende pour compenser les pertes éventuelles? Alors, c'est des stratégies qui sont utilisées. On va utiliser on est sur un processus d'investissement. Le choix des valeurs seront les valeurs à fort dividende. Typiquement, si on prend les valeurs du CAC 40, si on prend le CAC 40, typiquement, je vais vous le prendre. CAC 40, non, pardon, alphabétique, ce sera plus simple. Le CAC 40. Je vais le prendre ici, ce sera plus simple, plus lisible. Voilà. On va enlever
On va nettoyer, graphique, dupliquer, voilà. Donc, si on le prend depuis les années 2000, ce qu'il faut savoir sur le CAC 40, c'est que depuis sa création, 87, jusqu'au point haut des années 2000, on est sur une performance moyenne annualisée de 16%. D'accord? Dividendes réinvestis. Depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, dividendes réinvestis, on est aux alentours de 2%, 1 à 2% de rendement annualisé. Donc quand on vous dit que le marché vous rapporte 8% par an, historiquement, c'est juste qu'on fait la moyenne de 87 à 2000, 16%, et de 2000 à aujourd'hui, qui est environ, on va dire, 1 ou 2%. Donc on fait une moyenne, 8%. Une fois qu'on a dit ça, c'est juste pour vous signaler que depuis les années 2000, on est dans un marché fortement volatile. Donc quand on est sur un marché fortement volatile, ça veut dire que oui, vous pouvez prendre des actions à fort dividende, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un fort décrochage du prix. Donc les dividendes ne pourraient pas forcément compenser les pertes éventuelles. Donc quand on est sur le long terme, il y a d'autres statistiques. Au-delà de 10 ans, un investissement sur les marchés actions ne génère plus de pertes. Donc je vous conseille, si vous êtes sur un investissement de long terme, par exemple pour préparer votre retraite, vous avez 10 à 15 ans devant vous, vous élaborez une allocation, donc un portefeuille avec des valeurs à fort dividende. Chaque année, vous avez en moyenne 4 à 5% de dividendes en brut, pas net d'impôt, qui vous sont versés. Vous conservez bien sûr ces actions en portefeuille et vous sortirez avec les plus-values au terme de votre investissement. Donc ça peut être une stratégie. Comme il y a d'autres stratégies, j'investis de mai à septembre et le reste du temps je suis désinvesti parce qu'a priori sur une période de l'année, le marché statistiquement génère plus de plus-value que le reste que l'autre période. En cas d'un stop loss sur une moyenne mobile sur 100 jours pour protéger une plus-value potentielle. Alors là, on est justement sur les stratégies à la fois de prise de bénéfices, de gestion du risque. Lorsque vous êtes sur une position en plus-value, donc vous pouvez utiliser l'avantage d'utiliser un indicateur, et notamment la moyenne mobile, comme évaluation du niveau de risque, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle un stop loss dynamique. Donc on est sur un stop loss qui va bouger avec l'évolution du prix. Donc forcément, à un moment, ce stop loss va être au niveau, voire au-dessus de votre prix d'entrée. Ce qu'on appelle situation de break-even. À ce niveau-là, si votre valeur redescend à ce niveau prix, vous n'avez rien perdu. C'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle du money management. C'est-à-dire que votre stop loss doit garde le même écart par rapport à l'évolution du prix. Alors je vais le prendre ici. Typiquement, si vous rentrez ici, non, on va dire ici, vous êtes rentré ici, votre prix d'entrée est là, vous indiquez un stop sur la moyenne mobile 100 jours, évidemment, votre prix va bouger à la hausse et votre stop loss va suivre la moyenne mobile. À un moment, vous allez vous situer au-dessus de votre prix d'entrée. Et donc là, vous êtes en niveau de gain systématiquement. Votre risque est annihilé. Donc oui, l'utilisation d'un indicateur, et notamment la moyenne mobile comme niveau de risque, était une très bonne stratégie. Alors, quel ordre utiliser dans le carnet de commande pour ces stop loss? Court limite, plage de déclenchement. Alors ça va surtout dépendre de la volatilité de votre valeur. Ça va dépendre d'un ensemble de facteurs. Mais je dirais que c'est vraiment au cas par cas. Au cas par cas. Il y a un très bon webinaire animé par
par Jean-Baptiste de mémoire, justement sur l'utilisation des différents types d'or disponibles sur la plateforme EasyBourse. Je vous invite à la visionner. Je pense que ce sera beaucoup plus éducatif et beaucoup plus complet qu'une réponse que je pourrais vous faire ici même. Alors, comment mettre des écart-types sur l'écran? Quel indicateur? Alors, les écart-types, Jacques vous a répondu. Vous répondez à votre question, Jacques, les ventes de Bollinger, tout simplement. Après, pour utiliser le standard déviation, tel que je l'ai à l'écran, donc c'est ici. J'ai dû le programmer parce qu'il n'existe pas. Enfin, il existe sur ProRealTime, mais sur la version payante. Donc c'est un indicateur que j'ai programmé, que je peux. Vous m'en faites la demande, je pourrais vous la mettre à disposition. C'est très puissant. Hein. Statistiquement, je considère que je tairai le nom, mais je sais qu'il y a une offre, notamment une offre de. C'est un service qui est offert par un conseiller en investissement qui est connu, qui passe sur BFM, et qui propose donc l'envoi de signaux. Et une de ses stratégies sur le DAX est construite sur justement cette statistique qui veut que dans 95% des cas, le prix va évoluer à l'intérieur de 2 écart-types par rapport à la droite de régression. Voilà. Donc vous pouvez construire des stratégies sur ce type de réalité statistique. Saisir un stop-loss en fonction de la configuration shortiste est-il le plus logique? En fait, le plus logique, c'est quelle est vos stratégies d'intervention. Comme je disais, il faut être cohérent. Vous avez des stratégies, vous avez des setups, vous êtes à l'aise avec. Psychologiquement, quand vous rentrez sur le marché avec ce type de configuration graphique, vous êtes bien. Donc évidemment, une fois que vous êtes à l'aise avec certaines configurations graphiques, vous les utilisez et bien sûr vous exploitez les statistiques liées à cette configuration graphique. Quand je vous dis que un biseau d'élargissement donne un signal valable à 79% des cas et qu'il atteint son objectif dans 81% des cas, évidemment, vous allez l'utiliser, vous allez rentrer sur ce type de configuration graphique et vous allez placer votre stop. Si vous voulez prendre un minimum de risque, vous le mettrez sur la borne basse du biseau. Ça vous donnera l'écart entre votre prix d'entrée et votre stop. Ça correspondra à un pourcentage de votre capital. Donc, en fonction de cet écart, vous calculerez la taille de votre position. Si vous n'êtes pas prêt à perdre 2% de votre position, eh bien, si le niveau d'entrée et la borne basse équivaut à 2 € du prix d'entrée, 2% du prix d'entrée, 2% du prix d'entrée, en fonction de ça, si vous êtes prêt à perdre 5%, vous utilisez un levier de 2. Est-ce que j'ai été assez clair? Je vais le refaire. Vous êtes prêt à miser 100% sur, par exemple, je vais reprendre le graphique. Ça va être... Non, c'est pas celui-là. Ah non, j'en suis sorti. C'était LVMH. Voilà, c'était LVMH qui est là. Clac. Voilà. Vous êtes sur LVMH, ici. Vous entrez ici à 143. Vous placez votre stop loss à 100, à 130. Donc ça fait 13. 13 divisé par 143. Ça représente 9% de variation. D'accord? Donc 9% de variation. Il est évident que si vous n'êtes pas prêt à perdre 9% de votre capital, mettons vous investissez 1000 € sur une ligne et vous n'êtes pas prêt à perdre 9%. Votre limite est à 5%, quasiment la moitié. Et bien dans ces cas-là, si vous y croyez, vous n'investissez pas 1000, vous investissez 500. Et donc ces 9% de variation sur 500 représenteront
5% du capital que vous étiez prêt à investir, 1000. Voilà. L'idée, c'est ça. C'est calculer la taille de la position en fonction de la configuration graphique. Donc, dans ces cas-là, oui, c'est logique. Mais c'est logique d'une façon globale. Vous devez prendre en considération votre setup d'intervention, là où vous êtes le plus à l'aise. Si vous êtes sur les configurations graphiques, alors oui, c'est logique. Mais vous devez bien connaître vos configurations graphiques. Alors, Pascal, un exemple de TSSF. Un exemple de TSSF. Vous avez, on va prendre un exemple. Un exemple de TSSF, il est quelle heure? Donc nous avons encore 3 minutes. Un exemple de TSSF, c'est typiquement, vous avez un capital de 1000, d'accord? Vous investissez sur une valeur, vous êtes à 100% sur cette valeur, vous avez perdu 10%, donc vous êtes à 900. Eh bien, en fonction de ces 900 et en fonction de la volatilité, de votre perte, donc 10%, et en fonction de la volatilité, vous ne voulez pas perdre à nouveau 10%, donc vous allez dimensionner la taille de votre position en fonction 1 de la volatilité et en fonction des 10% que vous avez perdus. Alors il y a différents types de TSSF, hein. C'est juste une équation. Je pourrais vous envoyer un papier dessus. Pascal, écrivez-moi. Vous avez mon adresse mail qui est indiquée sur l'outil de webinaire. Mais vous tapez sur Internet où vous trouverez différentes stratégies. Pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas moyenner à la baisse? Tout simplement parce que quand vous êtes perdant et que vous augmentez la taille de votre position, vous augmentez le risque. Le but, c'est de protéger son capital. Si votre scénario est invalidé, que vous êtes haussier sur une valeur et que cette valeur baisse, c'est que vous avez tort. Pourquoi insister? Vous savez pas jusqu'où le marché peut vous donner tort. Donc à un moment, il faut savoir couper sa position, revoir son scénario. Si finalement vous avez un ensemble d'indicateurs qui vous disent qu'il y a un retournement baissier, ben peut-être prendre une position à la baisse, ou alors attendre un nouveau point bas pour reprendre si vous croyez fermement, vous avez différents indicateurs rationnels, qu'ils soient fondamentaux ou techniques, que la valeur est haussière, attendez le prochain point bas pour entrer à la hausse. Pyramider n'est valable que lorsqu'on est en gain, parce que vous multipliez de façon exponentielle les gains que vous allez engranger. Alors, Monsieur Perrault, moi j'ai pas écrit un livre, j'accompagne des traders, hein, je fais du coaching, et nous allons bientôt avec Patrice Caso mettre en ligne une formation du type MOOC. Donc c'est des formations par internet pour savoir gérer son argent. À ce jour, je n'ai pas écrit de livre, par contre, il en existe de très bons sur le money management que vous trouvez facilement sur internet, ou je pourrais vous en conseiller si vous souhaitez. Exemple Suez, Orange. Alors Jean-Louis, pour les webinaires passés, vous les trouvez sur la chaîne Easy Bourse YouTube. La chaîne YouTube Easy Bourse, vous retrouverez l'ensemble des webinaires que j'ai pu faire justement sur. Pour prendre l'exemple de Orange. Alors prenons Orange. Alors Orange, je vais déjà me mettre en mensuel. Donc depuis 2003, passé la crise 2007-2008, donc on était dans une phase baissière. Et en 2013, donc retournement de tendance plutôt important. Depuis 2013, nous avons fait 170% de hausse
par rapport au plus haut et nous sommes à 150% de hausse en presque 4 ans, ce qui est très bien. Alors, pour analyser, donc là on est dans une phase de consolidation, on le voit, hein, forte hausse, on est rentré dans on pourrait considérer ce niveau comme un triangle symétrique, là, mais non, on est rentré par le bas, donc on est dans une phase de consolidation, Sur le plan fondamental, si on prend du recul pour Orange, sur le plan fondamental, Orange est en train de faire une percée quand même assez importante dans l'ère du numérique, dans le sens où il maîtrise la distribution, c'est-à-dire il a son propre réseau de communication, il maîtrise les outils, c'est-à-dire le téléphone. Le téléphone répond à différentes fonctions maintenant, c'est un ordinateur réel. Je vois certains de mes webinaires sont davantage suivis sur smartphone que sur PC. Vous allez sur Internet, vous passez vos communications et bientôt vous allez pouvoir payer avec votre téléphone. Et Orange a un partenariat avec Groupama pour lancer la première banque. Donc on est sur une fusion de métiers avec un canal de business assez important. Donc voilà pour le fondamental. Maintenant, si on reste sur la gestion du risque, alors quand vous dites exemple sur Suez ou Orange, alors là Orange, c'est sur quelle unité de temps, Ronan? Ah d'accord, l'exemple c'était par rapport à la question dividende versus évolution du prix. Donc là, vous avez votre exemple introduit à 27, vos 14, la somme des dividendes ne compense pas la perte. Donc voilà, c'est l'exemple dont je vous parlais. Vous n'êtes pas à l'abri d'un fort décrochage de la valeur qui nous compensera, dont les dividendes ne compenseront certainement pas les dividendes, les pertes. Voilà, donc j'ai, je pense, répondu à une majorité de questions. N'hésitez pas, vous pouvez envoyer vos questions par mail, je me ferai un plaisir, un point d'honneur à y répondre. Je vous remercie de votre participation. Euh, le webinaire, j'espère qu'il a répondu à vos attentes. Le titre était bien la gestion du risque dans vos prises de décision sur les marchés financiers. Le support sera disponible, vous m'en faites la demande ou à moi ou à Jean-Baptiste Barbier, directeur commercial d'Easy Bourse. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et merci pour votre présence. À bientôt.